Le roman de Tristan Iseult, chapitre 3, La quête de la belle aux cheveux d'or, troisième partie. Nous avons appris à la fin de la seconde partie qu'un monstre rôde autour de la ville du roi d'Irlande pour dévorer tous les matins une jeune fille. Alors, le roi d'Irlande a proclamé qu'il donnerait sa fille Iseult la blonde à qui tuerait le monstre. 20 chevaliers éprouvés ont tenté de le faire, mais le monstre les a tous dévorés. Ce qui ne va pas décourager Tristan, qui, dès qu'il apprend l'existence de ce monstre et la possibilité de conquérir ainsi la belle Iseult, va partir à sa nef, s'armer en secret, monter son riche destrier et partir combattre le dragon. Ce qui est décrit ainsi: le monstre approchait, il avait la tête d'une guivre. La guivre, c'est un serpent fantastique monstrueux qu'on peut retrouver également dans la chanson de Roland. En héraldique, les blasons représentent la guivre comme un serpent avalant un enfant. Donc ça part bien. Il avait la tête d'une guivre, les yeux rouges et tels que des charbons embrasés, deux cornes au front, les oreilles longues et velues, des griffes de lion, une queue de serpent, le corps écailleux d'un griffon. Alors un griffon, c'est un animal fabuleux représenté par un lion ailé à bec et à serre d'aigle. Alors les serres d'aigle, on imagine que si ça vous prend un bras ou la main, ça ne doit pas faire du bien. Bon, donc ça c'est la description habituelle en général des dragons au Moyen Âge. Le dragon est en effet adapté aux quatre éléments fondamentaux. 4 est invariable, hein. Donc 4 éléments fondamentaux: l'eau, la terre, l'air et le feu. Alors l'eau, ils ont des écailles pour nager. La terre, ils ont bien sûr des pattes. L'air, ils ont des ailes. Là, on ne nous parle pas d'ailes, mais on nous parle d'un griffon qui a des ailes, donc ça revient un peu au même. Et le feu, il nous parle de charbons embrasés, deux cornes qui sont comme des charbons embrasés. On sait également que par ses naseaux, il peut envoyer une flamme pour griller ses ennemis. Donc c'est un aspect vraiment effrayant. Est-ce que Tristan va avoir peur? Va-t-il fuir? Non, au contraire. Tristan lança contre lui son destrier d'une telle force que tout hérissé de peur, il bondit pourtant contre le monstre. Alors même si le cheval a peur, il y va quand même. La lance de Tristan heurta les écailles et vola en éclats. Alors là, il perd sa lance. Va-t-il renoncer? Non. Aussitôt, le preux tire son épée, la lève et la scène sur la tête du dragon, mais sans même entamer le cuir. Le monstre a senti l'atteinte, pourtant, il lance ses griffes contre l'écu, les y enfonce et en fait voler les attaches. Alors là, il perd son bouclier. La poitrine découverte, Tristan le requiert encore de l'épée et le frappe sur les flancs d'un coup si violent que l'air en retentit. Vainement, il ne peut le blesser. Alors le dragon vomit par les naseaux un double jet de flammes venimeuses. Le haubert de Tristan noircit comme un charbon éteint. Son cheval s'abat et meurt. Alors là, il est un peu grillé. Son cheval meurt. Il devrait quand même se décourager. Mais non, aussitôt relevé, Tristan enfonce sa bonne épée dans la gueule du monstre. Elle y pénètre toute et lui fend le cœur en deux parts. Alors là, il a trouvé vraiment l'opportunité, la faille dans le dragon, sa gueule, tout simplement, où il va enfoncer son épée. Il fallait quand même avoir une présence d'esprit assez remarquable. Le dragon pousse une dernière fois son cri horrible et meurt. Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse. Alors la chausse, normalement, plus tard, ce sera un nom féminin pluriel. Là, c'est au singulier. C'est un vieux terme pour désigner non pas les chaussettes ou les chaussures, mais le vêtement des hommes de la ceinture aux pieds. Même si ça vient de calceus souliers, ça ne désigne donc pas les chaussures ou les chaussettes, ça désigne le vêtement des hommes de la ceinture aux pieds.
Alors Tristan lui coupa la langue et la mit dans sa chausse, puis, tout étourdi par la fumée âcre, il marcha pour y boire vers une eau stagnante qu'il voyait briller à quelque distance. Mais le venin distillé par la langue du dragon s'échauffa contre son corps, et dans les hautes herbes qui bordaient le marécage, le héros tomba inanimé. Alors là, on peut se demander, va-t-il mourir, va-t-il survivre? On saura ça plus tard. Alors, ce qui est certain, c'est qu'au Moyen Âge, si on s'intéresse au Moyen Âge, on s'intéresse à l'imaginaire médiéval, et le dragon a une place importante dans l'imaginaire médiéval, dans la spiritualité médiévale, et c'est important pour comprendre la mentalité médiévale. En Occident, nous avons une longue tradition concernant les monstres. Ça a commencé probablement avec la mythologie grecque. Par exemple, les trois gorgones, qui sont des monstres ailés au corps de femme, à la chevelure faite de serpents enlacés, et dont le regard pétrifiait ceux qui les regardaient, c'est-à-dire qu'ils étaient transformés en pierre. Elles avaient vraiment un regard pétrifiant. Alors, certains se sont penchés sur la signification spirituelle des gorgones, notamment certains féministes ou certaines féministes. Bon, je ne m'y étendrai pas moi-même. Persée, fille de Zeus et de Danaé, va tuer l'une des gorgones, Méduse, qui était la seule mortelle. Hercule, Héraclès en grec, va tuer l'hydre de Lerne, qui était un serpent monstrueux à 9 têtes et qui vivait dans un marais du Péloponnèse, qui s'appelait donc Lerne. En général, au Moyen Âge, les dragons habitent dans des rivières ou des marécages. Leur colère provoque catastrophes naturelles ou épidémies mortelles, ce qui correspond au mystère de la nature, qui est puissante et qu'il faut combattre par certains aspects, surtout leur aspect maléfique. Et ça, on comprend ça dans la tradition chrétienne, notamment avec l'Apocalypse de Saint Jean, composé vers la fin du 1er siècle ou le début du 2e siècle, qui nous parle de Saint Michel combattant les anges rebelles emmenés par Satan, représenté lui-même par un dragon, ce que l'on peut voir dans les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, Apocalypse, nom qui vient du grec apokalypsis, signifiant révélation. Alors quand on s'en prend au statut de Saint Michel, on s'en prend à notre culture ancestrale et à notre religion en même temps. Saint Michel était aussi le patron des chevaliers, qui le reconnaissaient donc comme leur protecteur, patron venant de patronus, protecteur. Patronus venant lui-même de pater, père, donc le père qui devait en principe protéger ses enfants. Et ce qui a donné pater a donné patronus. Alors Sainte Marthe aurait dompté le dragon Tarasque. Alors le dragon Tarasque a donné naissance au nom de la ville de Tarascon. Et ça, on peut le voir dans la légende dorée de Jacques de Voragine. C'est une légende, c'est un livre à consulter pour documentation, un livre documentaire, très intéressant, mais moi, du point de vue littéraire, ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais du point de vue documentaire, c'est très intéressant à consulter. Donc le livre La légende dorée de Jacques de Voragine. Sainte Marguerite d'Antioche aurait été avalée par un dragon et en serait ressortie vivante et indemne, parce qu'elle a quand même pu faire le signe de croix dans le ventre du dragon, et son ventre aurait ainsi éclaté. Le dragon du roman de Tristan et Iseut rappelle également la légende de Saint Georges qui aurait tué ou apprivoisé un dragon, lequel demandait un sacrifice d'êtres humains. Et Saint Georges aurait tué ce dragon
ou dompter, ce qui aurait sauvé une princesse qui aurait été normalement la prochaine victime du dragon. Saint-Georges, c'est le saint patron de l'Angleterre. Le drapeau de Saint-Georges, une croix rouge sur fond blanc, c'est le drapeau de l'Angleterre. Le roi Édouard III a créé l'ordre de chevalerie appelé Saint-Georges. Tout le monde connaît donc en Angleterre normalement la légende de Saint-Georges qui a tué le dragon. Cette légende était au départ orientale sous le nom de la légende de Saint-Théodore Tyron et aurait été rapportée par les croisades vers le XIe, XIIe siècle. Alors Saint Théodore Tyron, c'est un saint qui aurait sauvé une princesse aussi, qui devait être la prochaine victime d'un dragon. Donc c'est la même chose que Saint Georges. Le dragon vomissait aussi un souffle empoisonné, ce qui le fait ressembler au dragon du roman de Tristan et Iseult. Alors en fait, le dragon, donc, c'est bien le symbole du mal. En général, en Occident, c'est en général négatif, mais pas toujours. Parce qu'en effet, il y a Saint, non pas Saint, mais Béowulf, le lait de Béowulf, la légende qui est racontée dans un poème épique anglo-saxon du 8e siècle où Béowulf tue un dragon. On peut aussi évoquer le roi Arthur qui lui aurait tué des dragons. On parle dans cette légende de dragons rouges ou blancs. Je ne m'y étendrai pas. La seule chose à retenir, c'est qu'il y aurait un dragon au moins considéré comme positif. Siegfried, dans les légendes germaniques, aurait lui aussi tué un dragon et se serait baigné dans son sang, ce qui l'aura rendu invincible, excepté entre les omoplates à cause d'une feuille de tilleul. Bref, le dragon, c'est le symbole du mal, généralement en Occident, alors qu'en Orient, c'est plutôt bénéfique, notamment en Chine. Ce qui fait quand même une différence singulière entre l'Orient et l'Occident. Ici, les habitants de la ville du roi d'Irlande font montre d'une certaine lâcheté en livrant une jeune fille tous les matins au dragon. On peut se demander pourquoi le Morholt, si vaillant chevalier, ne l'a pas combattu. Était-il finalement si courageux, mais peut-être préférait-il combattre des hommes bien plus petits que lui? Pourquoi les habitants ne se sont pas ligués pour combattre le dragon? Probablement à cause de divisions, de dissensions. Il y a toujours, pour combattre le mal, des hésitations face aux démons, face à l'ennemi, face à ce qui est vraiment le mal. Alors certains vont même aller jusqu'à dire que le démon peut avoir des qualités. On peut tout imaginer, certaines pensent qu'il est bon de s'allier avec les démons. Il y aura toujours des collaborateurs du démon, quelle que soit l'époque, et même aujourd'hui. Donc, des héros, ceux qui ont combattu le dragon, par contre, montrent certainement une grande pureté de cœur, indispensable pour combattre le mal. En effet, il faut une grande pureté de cœur pour vaincre le mal. Saint Georges est décrit comme le chef des armées chrétiennes. Siegfried a probablement le cœur très pur, ce qui fait sa force. Je ne parlerai pas de la pureté de cœur de sainte Marthe et de sainte Marguerite d'Antioche. Selon une conception chère à nos classiques, notamment Corneille, Racine et pas seulement nos classiques, en bien ou en mal, c'est du caractère même des personnages que va dépendre leur destin. Ici, Tristan fait montre de beaucoup de force de caractère. En effet, lorsqu'il apprend l'existence de ce dragon, il n'a pas une seconde d'hésitation pour aller le combattre, même s'il sait qu'il a déjà dévoré 20 chevaliers. Alors sa pureté de cœur provoque probablement sa foi en sa force. C'est aussi à l'origine de son courage, de son intrépidité. Il va seul combattre le monstre. Quand on pense que certains voyous vont combattre des victimes
parce qu'ils savent qu'elles sont bien plus faibles qu'eux-mêmes. Euh, alors là, on peut constater sa pleine détermination lorsqu'il part, sa ténacité particulièrement remarquable. Il ne doute pas un instant qu'il combat le mal et qu'il combat pour le bien. En effet, il va acquérir, non pour lui-même, mais pour son roi, sa fille Iseut, la blonde. Au moment du combat, il est complètement désintéressé et il combat complètement pour le bien. Alors, généralement, effectivement, en Occident, les dragons sont des entités maléfiques du diable. Cependant, il est intéressant de noter que pour les Celtes, le dragon avait une fonction magique, symbole de puissance et de fertilité. Il sert d'intermédiaire entre les vivants et les morts. Ils sont la nature mystérieuse et puissante qu'il faut combattre ou au moins dompter. Alors moi, je vois dans le dragon une force primitive associée aux forces sauvages de la nature, de la terre et de la matière. Force primitive de puissance et de fertilité, si on suit le raisonnement celte et le raisonnement des populations primitives. Tristan a combattu et vaincu le dragon extérieur bien visible. Sera-t-il vaincre le dragon invisible et intérieur? Nous verrons ça plus tard.